Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Nouvelles de Hugo. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver Rosemary Kennedy dans la nouvelle qui s'intitule « Le meurtre prémédité de Rosemary Kennedy ». Un texte écrit par Hugo Bartoli, lu par Laurence. C'est l'histoire d'un salaud. Un sale type, une fripouille, un scélérat cynique, opportuniste, l'ami des mafieux, des gangsters et des notables, qui, quelquefois, ne font qu'un. C'est l'histoire d'un arriviste possédé par le syndrome d'Ibris, prêt à toutes les compromissions, à toutes les intrigues, taillé sur mesure pour la conquête. L'histoire d'un salaud doublé d'un monstre dénué du moindre scrupule. Et celle de sa complice et épouse, une bigote idiote et soumise qui s'évertua à défendre d'une vie d'apparence pour flatter ses appétits. C'est l'histoire de Joseph Patrick Kennedy, patriarche de la célébrissime dynastie qui pèse aujourd'hui $1 milliard. C'est l'histoire d'un salaud et d'un crime abject pour lequel il ne fut jamais inquiété. Joseph Patrick Kennedy et Rose Fitzgerald eurent de nombreux enfants. L'aîné de leur fille et troisième enfant d'une fratrie de 9, Rosemary tranchait dans ce tableau idyllique d'une richissime famille américaine d'obédience catholique qui ne cachait pas sa gloutonnerie pour le pouvoir. Chacun, à sa façon, se devait de servir les intérêts de ce clan grégaire. L'aîné, Joe, fut inscrit à Harvard alors qu'il n'avait pas un mois. Seule la réussite, l'excellence, dans quelque domaine que ce fût, avait grâce aux yeux de leurs parents. La différence, le hasard, l'échec, tout ce qui pouvait s'apparenter à une faiblesse quelconque, n'avait pas droit de citer chez les Kennedy. Beauté, courage, intelligence et talent, armure de leur destinée, avaient été distribués généreusement sur chacun de leurs berceaux, à une exception près. Rosemary naît le 13 septembre 1918 dans une banlieue cossue de Boston. L'accouchement au domicile se passe mal. Le médecin est en retard, débordé par une épidémie de grippe espagnole qui le retient au chevet de ses patients. La sage-femme présente, malhabile, incapable de pratiquer l'accouchement elle-même, empêche le bébé de sortir du ventre de sa mère en repoussant sa petite tête durant près de 2 heures et en ordonnant à la mère de serrer les genoux. Le nouveau-né souffre d'hypoxie, mais personne ne soupçonne encore le drame qui vient de se jouer. Insuffisamment alimenté en oxygène, de nombreuses cellules cérébrales sont mortes. Libérées, de multiples composés chimiques ont entamé leur action toxique sur les neurones sains. Cette inflammation a endommagé le cerveau de la petite Rosemary. Les séquelles sont alarmantes. Quelques mois encore, et sa mère devient le témoin impuissant de son arriération mentale. L'enfant ne marche pas. Même ramper lui est difficile. Manger seul, tenir sa cuillère, tient du miracle. Un miracle attendu qui ne vient pas. L'apprentissage du langage est tout aussi laborieux. Alors que la petite est en âge d'être scolarisée, la réalité rattrape le couple. L'enfant, qui souffre de troubles cognitifs, est renvoyé de toutes les écoles et institutions privées. Pas une fois, Rose ne s'est résolue à avertir ses professeurs de son handicap. Joseph, de son côté, tient à distance cette fillette qui lui fait honte, tout en consultant les plus grands spécialistes qui soumettent la petite à pléthore de traitements aléatoires. Le résultat d'une batterie de tests claque comme un coup de tonnerre.
Son quotient intellectuel ne dépasse pas 60. Les années passent. La famille s'agrandit et le fossé qui sépare Rosemary de ses frères et sœurs est dorénavant abyssal. Reléguée aux cuisines, elle mange avec les gouvernantes et le petit personnel. Lors des réunions de famille, coquette et souriante, elle fait encore illusion. Son frère John, futur président des États-Unis, lui est particulièrement attaché. Quand elle n'est pas en proie à des colères subites, Rosemary est joyeuse et charmeuse. Elle s'intéresse à la mode, au cinéma, au théâtre et aux garçons, aux grandes dames de sa mère qui demeure le garant de la respectabilité de la famille, même si son mari, un fidèle pris à pic, s'affiche avec ses maîtresses jusqu'à sa table. Rose et son époux ont pourtant connu une relation solide et agréable, à l'instar de nombreux couples de leurs amis qui respectaient les codes hypocrites de leur époque. Il y a une véritable intimité dans leurs longues discussions sur leurs enfants et leur avenir, un grand confort, un grand respect de la tradition dans les nombreux rituels qu'ils partagent. Au dire de tous, aucun des époux n'avait à se plaindre de son sort. Pourtant, Rose est retournée vivre chez ses parents après sa 4e grossesse. Mais son père lui a interdit de divorcer, et elle est retournée chez son époux. Mary Green, amie de longue date de Rose, raconte une anecdote amusante sur le couple et leur vision de la vie conjugale. Rose avait pris pour argent comptant un code catholique ancien et dépassé pour tout ce qui concernait l'intimité d'un foyer. Selon les interprétations les plus strictes établies par saint Augustin et le pape Grégoire le Grand, le plaisir n'était pas l'aboutissement vers lequel une femme respectable devait porter son attention. Avec son mari Vinnie, Marie a passé de nombreux vendredis soirs à jouer aux cartes avec Joseph et Rose. Jo profite souvent de ces rencontres pour taquiner Rose sur l'étroitesse de sa vision du sexe. « Maintenant, écoutez Rosie, lui disait-il, ses yeux bleus pétillants. Votre idée selon laquelle il n'y a pas de relation sexuelle en dehors de la procréation est tout simplement fausse. Cela ne faisait pas partie de notre contrat à l'hôtel. Le prêtre n'a jamais dit cela et les livres saints ne le soutiennent pas davantage. Et si vous n'ouvrez pas votre esprit sur ce point, je vais devoir le dire au prêtre. » Mais, selon Mary Green, Rose est restée ferme dans ses convictions. Et des années plus tard, après la naissance de son dernier enfant, elle a simplement dit « Plus de sexe ». De ce jour-là, les époux ont fait chambre à part. Malgré les frasques de son mari, Rose tient bon. À grand renfort de séconal, de placidil, de dalman et de lithium. Ce jour de 1914 où Joseph lui a glissé un diamant de 2 carats à l'annulaire, elle a su par avance quelles règles du jeu il lui faudrait respecter, quel non-dit à entretenir, à quelle bassesse de caniveau il lui faudrait s'abaisser. Mais coûte que coûte, elle demeurerait mariée. Il y aura encore beaucoup de diamants et de perles pour farder toutes ces humiliations. Gardienne de l'image tronquée de sa nichée, elle excuse par avance les faiblesses des hommes, tout en accablant les femmes de caractère qui ont le tort de trop en montrer. Son père avait été infidèle, son mari l'était, ses fils le seraient à leur tour. La monogamie n'était pas une valeur transmise chez les Fitzgerald et les Kennedy. Parangon de vertu, elle hante les messes avec religiosité, sans développer en retour son amour du prochain. Pas davantage d'amour envers ses enfants, encore moins de démonstration d'affection à leur endroit. Elle ne les embrasse pas et ne les prend jamais dans ses bras, ni ne les réconforte. Un de ses fils se souvient avec amertume que sa mère était soit dans les défilés de mode parisiens, soit agenouillée sur le prieu d'une église.
Joseph Kennedy rencontre Gloria Swanson dans la salle Renaissance de l'élégant Savoy Plaza de New York le 11 novembre 1927. Swanson est une déesse qui règne à Hollywood. Kennedy le financier, Kennedy le banquier, Kennedy le courtier en bourse est un magnat d'Hollywood en devenir, à qui un ami commun, Robert Kane, a demandé d'aider la star à résoudre ses graves problèmes financiers. Leur rencontre va bouleverser leur vie. C'est elle qui règle l'addition du dîner en quittant le restaurant du Palace, une habitude qui va désormais s'installer entre eux. Kennedy, qui a déjà racheté la HBO, une maison de production en difficulté au prix avantageux de 7 ou 10 millions de dollars, selon les articles de presse de l'époque, a relevé la barre. Au contraire des grands studios prestigieux et coûteux, il s'est contenté d'y faire tourner des films à petit budget, principalement des westerns ou des films d'aventure, employer des vedettes oubliées ou des acteurs inconnus, et les a distribués dans toutes les campagnes et les petites villes. Très vite, le studio est redevenu bénéficiaire. Pour le satrape Kennedy, Gloria Swanson a dû être, lors de sa première rencontre, un challenge personnel à relever. Au moment de leur rencontre, la star a plus d'une décennie de films à succès à son palmarès. Physiquement, c'est une femme relativement petite, avec des yeux très mobiles, des pommettes hautes, une bouche aux lèvres fines qui s'entrouvent comme si elle voulait manger le monde goulûment. Elle se distingue de certaines des autres stars du muet que se partagent les garces et les ingénus par sa sophistication, ses allures de diva vêtue de plumes, de dentelles et de fourrures. Aux anglaises blondes de l'innocente Mary Pickford, aux yeux charbonneux de la vampe Theda Bara, Gloria Swanson oppose la modernité d'un glamour en marche. À l'époque, le public voulait que nous vivions comme des rois et des reines, alors nous l'avons fait, pourquoi pas? Nous étions amoureux de la vie, nous gagnions plus d'argent que nous n'avions jamais rêvé d'en avoir et il n'y avait aucune raison de croire que cela s'arrêterait un jour. De cette entrevue au Savoy, Swanson se souvenait, au-delà de son allure générale, de ses yeux bleus vifs et de ses sourires francs, de ses mains. Elles avaient l'air de ne pas avoir travaillé, et il y avait de grands espaces entre ses doigts. Il faisait souvent des gestes animés avec ses mains quand il parlait. La suite s'enchaîne presque comme une évidence. Spectateurs malgré eux, leurs conjoints respectifs, déjà hors jeu, assistent impuissants à ce pacte avec le diable où Gloria est à la fois l'araignée et sa toile, et les proies qui s'y accrochent et y demeurent prisonnières. Gloria Swanson a fait la connaissance de Henri de la Falaise, marquis de la Coudray, de son vrai nom James Henry le Bailly de la Falaise, alors qu'elle tournait Madame sans gêne en France en 1925. Engagée comme traducteur personnel pour la durée du tournage, ses fonctions s'étaient élargies au rôle de chevalier servant, puis d'amant, avant de devenir son mari le 28 janvier 1925 à la mairie de Passy, avec moins d'invités que les doigts des deux mains. Le matin même de la cérémonie, elle s'est fait avorter clandestinement, sans en parler à Henri, qui ignorera toujours qu'elle était enceinte de lui. Issu d'une grande et noble famille normande, c'est un homme fort élégant, très bien éduqué, un gentleman par définition, et totalement désargenté. D'un caractère aisé à vivre, presque nonchalant, il est en mesure de canaliser les humeurs de sa femme avec tact, sans se laisser piétiner. Quand Kennedy lui propose de s'en retourner en France pour occuper un poste dans les studios Pathé, à un salaire confortable, il n'a aucune hésitation à lui laisser le champ libre. De son côté, Gloria feint de ne pas y voir malice. Le marquis éloigné sans heurts, cocu conciliant dont l'argent pouvait acheter le silence et l'aveuglement, sa propre femme cadenassée dans un déni formidable, Kennedy se lance à l'offensive. Si on en croit Gloria, c'est au Whitehall Hotel de Palm Beach qu'ils deviennent amants. Alors que la femme de chambre s'éloigne, Gloria aperçoit Joe dans l'entrebâillement de la porte. Il porte des pantalons de flanelle blanc, des chaussures bicolores
un pull écossais. Il la fixe, silencieux, se décide à entrer. Sa bouche fut sur la mienne avant que j'aie le temps de dire un mot. Me tenant la nuque d'une main, il me caressait de l'autre et tirait sur mon kimono, ne cessant de répéter en un murmure insistant « Il ne faut plus attendre, maintenant, maintenant !» Il était pareil à un cheval entravé, fougueux, essayant opiniâtrement de se libérer. Après un orgasme hâtif, il s'allongea à côté de moi et me caressa les cheveux, marmonnant des excuses incohérentes. « Pourquoi ?» me demandai-je. Nous étions tous deux heureux en ménage et avions des enfants. 10 années nous séparaient. Il était un fervent catholique et j'étais mariée à un homme sans reproche dont je n'avais nullement envie de me séparer. De plus, nous n'étions certainement pas faits pour vivre ensemble. Mais tous ces arguments étaient vains. J'étais parfaitement consciente que, quels que fussent les problèmes que ça allait entraîner, j'appartenais à cet homme singulier, bien plus qu'à mon mari. Pour Kennedy, cette liaison démarre comme un ouragan d'émotions et de passion. Dans cet univers très éloigné de son quotidien d'homme d'affaires et de père de famille, tout devient subitement possible. Cette créature est un défi, la femme dont il faut gagner les faveurs, une quête pour tout posséder, pour vivre au-delà des règles, dans un monde de sa propre fabrication, un monde rempli d'excitation, de stimulation et de nouveautés. À la froideur de Rose, Gloria oppose toutes les provocations qu'une égérie libérée est en mesure de promettre. Que sait exactement Rose de leur rapport ? À l'âge de 90 ans, elle affirmait encore sans embâge qu'elle ne s'était jamais inquiétée, pas même un seul jour, de leur relation. Elle se souvenait simplement que l'actrice avait désespérément besoin de Joe pour redresser le marasme financier dans lequel elle s'était enlisée. Incapable de s'en sortir toute seule, elle avait demandé l'aide de Joe, comme étant le seul homme qui pouvait l'empêcher de faire faillite. Tout au long de sa vie, Rose a continué de parler de Gloria avec une étrange sollicitude, ne donnant jamais à voir, du moins publiquement, le moindre soupçon de jalousie ou de rancœur. Il serait naïf de croire Rose aussi naïve. Une anecdote dévoile, partiellement, la vérité. Son père, John Fitzgerald, avait compris la situation plusieurs mois auparavant, mais avait préféré s'en prendre à son gendre avant d'en parler à Rose. Geraldine Hannon, la nièce de Rose, se souvient très bien d'avoir entendu une dispute bruyante lors d'un après-midi d'été chez les Fitzgerald, au cours de laquelle John a carrément dit à Joseph que, s'il ne mettait pas immédiatement fin à sa liaison avec Gloria, il le dirait à Rose. Sans se laisser démonter, Joe a menacé à son tour que si Fitzgerald le disait à Rose, il épouserait tout simplement Gloria. C'est tout ce qu'il y a à en dire. Son époux ayant battu en retraite, Josie, la mère de Rose, décide de prendre l'affaire en main en forçant sa fille à regarder en face ce que tout le monde sait. Le fait-elle pour son bien ou pour lui montrer que toutes deux sont finalement égales dans leur malheur ? Derrière cette démarche louable, il y a une part de revanche de Josie sur sa fille qui a toujours vénéré son père. C'est une façon de dire que toutes deux ont partagé un sort analogue, sans doute faire tomber son père de son piédestal et le ramener au niveau de son époux, et au niveau de tous les hommes en général. Officiellement ou officieusement informée de la liaison, Rose continue de faire bonne figure. Après tout, elle a déjà remporté toutes les victoires inhérentes à ce mariage. Enfants, richesse et privilèges. Sans avoir à subir les assauts de la libido fiévreuse de son époux. Une situation commune à tant d'autres femmes dans sa position. L'épouse du producteur Daryl Zanuck en avait résumé la simple mécanique. Peu importe ce que la maîtresse reçoit, elle n'est pas Madame Zanuck, alors pourquoi m'inquiéter ?
Tant que j'ai la maison, le nom et le poste, c'est tout ce qui compte. Selon Gloria, après l'échec des beaux-parents, un tiers a entrepris de mettre fin à son tour à cet adultère. Les Kennedy ont toujours nié la véracité de cet épisode raconté dans son autobiographie. Selon leur fille Eunice, Swanson fait parler les morts en insultant les vivants. Chacun se fera son avis sur l'insulte faite à cette famille si respectable. Swanson, de passage à New York, reçoit un appel de l'un des associés de Kennedy, Ted O'Leary, qui l'informe qu'il va la conduire à un rendez-vous. Tandis que nous roulions à travers Manhattan pour gagner un autre hôtel, je lui demandai s'il pouvait me dire qui j'allais voir. « Certainement, répondit-il. Il s'appelle O'Connell. » Ce n'était, bien entendu, pas une réponse. Il ajouta « Un ami des Kennedy. » Ce qui ne m'éclairait pas davantage. Un jeune homme portant un col ecclésiastique m'ouvrit la porte de la suite. « Merci d'être venu, dit-il sans manifester la moindre surprise en me voyant. Son éminence arrive dans un instant. » Son éminence. Je me tournai vers Ted O'Leary, qui prit soin d'éviter mon regard. Je n'eus pas le temps d'ouvrir la bouche qu'un froissement de soie et de taffetas annonça l'entrée d'un homme fort âgé, probablement septuagénaire, et vêtu entièrement de rouge, à la seule exception de ses chaussures. Il avait de belles mains et sentait l'encens. Malgré son apparence maladive, derrière les lunettes, l'on ne devinait que des cernes grises. Il était d'un abord agréable et son sourire était cordial. Lorsque Ted O'Leary nous eut laissés, il commença par me complimenter pour ma réussite. Pure politesse, bien entendu. Après m'avoir observé attentivement, il en vint au fait. Il désirait me parler de mes relations avec M. Kennedy. Lorsque je lui dis qu'il s'agissait de relations d'affaires, le cardinal se redressa et me dit sans détour que c'était de mes relations personnelles avec M. Kennedy qu'il désirait m'entretenir. « Il n'y a rien à en dire, répondis-je, faisant un pas en direction de la porte. Le cardinal se mit devant moi, me barrant le chemin et me fixa de ses yeux voilés. « Vous n'êtes pas catholique, mon enfant. Je crains par conséquent que vous ne saisissiez pas la gravité de la situation de M. Kennedy par rapport à sa foi. »« Sans doute, lui dis-je. Comme M. Kennedy, lui est catholique. Ne serait-ce pas plutôt à lui que vous devriez parler ?» Le cardinal prit alors une voix tonnante d'orateur. « Je suis venu pour vous demander de cesser de voir Joseph Kennedy. Chaque fois que vous le voyez, vous êtes pour lui une occasion de pécher. » Je ne m'y connaissais pas assez en matière de religion pour engager une discussion à ce sujet, mais je commençais à être fort en colère. Si M. Kennedy vous a dit en confession que j'étais pour lui une occasion de pécher, vous n'avez pas le droit d'en parler à quiconque, votre éminence. C'est bien exact ? Et s'il ne vous en a rien dit, cette discussion est sans objet. Je vous en conjure, écoutez-moi. Le cardinal me dit que Joe avait parlé de nos relations aux plus hautes autorités de l'Église catholique. Mais en vain, car pour l'Église, le mariage est un sacrement indissoluble. En outre, M. Kennedy s'exposait au scandale chaque fois qu'il se montrait en public avec moi. En tant que catholique, Joseph Kennedy ne pourra pas connaître la paix de l'esprit tant qu'il continuera à avoir des relations avec vous. Je vous en prie, prenez cela en considération. Vous devez y réfléchir, très sérieusement. Je n'y manquerai pas, dis-je en remettant mes gants. Mais je le répète, c'est à M. Kennedy que vous devriez vous adresser. L'audience était terminée. J'attendis que le cardinal s'écarte de mon chemin et sortit en laissant la porte ouverte derrière moi. Pour me calmer un peu, je descendis par les escaliers, me posant 20 fois la question que je n'avais pas osé poser au cardinal. Qui lui avait demandé de me voir? Rose Kennedy? Joe lui-même? Leur famille? Des amis? Ted O'Leary m'attendait dans le hall. « Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu ?» lui demandai-je. « Si je l'avais fait, je sais que vous n'y seriez pas allé. Je suis désolé, je ne faisais que suivre les ordres. » « Les ordres de qui? De Joe? » « Oh non, Joe n'est absolument pas au courant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le cardinal lui-même qui s'est adressé à moi.
L'histoire, n'en déplaise à Eunice, a des accents de vérité. Gloria Swanson n'avait aucun moyen de savoir que ce cardinal, dont elle révèle l'identité en 1980, était celui qui avait marié les Kennedy en 1914. Bien avant que Joe ne se vantât auprès de ses fils de ses succès féminins en termes crus et force détail, il était relativement protégé de ses frasques. Jusqu'à un événement inattendu, lors d'une sortie en mer au mois d'août 1929, au large de leur propriété de Yannisport, que Joseph vient d'acquérir dans ce village côtier du Massachusetts, au bord de l'Atlantique. Pour s'isoler avec sa maîtresse, il prétexte une sortie en mer sur le bateau offert à son épouse, le Rose Elizabeth, premier d'une série de voiliers et de yachts, sans savoir que son fils John s'est invité, caché dans la cale. On ne connaît rien de ses motivations. Veut-il braver son autorité, lui réserver une surprise, l'espionner, les protéger depuis qu'il sait que Gloria ne sait pas nager et que son père n'est pas un navigateur expérimenté? Le voilier s'éloigne de la côte, prend de la vitesse. Joseph jette l'ancre par-dessus bord au large de Cap Cod. C'est une très belle journée. Le ciel est bleu, le vent supportable. Un vol de mouettes achève le tableau de cette image d'Épinal. Avec Gloria, il commence à se déshabiller. Lassé d'être enfermé dans la cabine, l'enfant grimpe les quelques marches qui le relient au pont, soulève la trappe, un peu surpris par la lumière brute, se tourne vers les deux passagers, leur corps enlacé, leur posture sans équivoque. Bien que très jeune, 12 ans à peine, il devine tout, suffisamment pour réaliser que ce spectacle qui se déroule sous ses yeux n'est pas scène anodine. Il jaillit de sa cachette et devant son père et sa maîtresse éberluée, se précipite à l'eau et tente de s'éloigner dans une nage anarchique vers le large. Sur le pont, Joe hurle le prénom de son fils, arrache son pantalon, ses lunettes et plonge à son tour à sa poursuite. Gloria, bouleversée, paralysée par la peur et la surprise, s'agrippe à la balustrade, essuie des yeux son amant rattraper l'enfant, le saisir et le ramener en hurlant à Gloria de descendre l'échelle de corde. À bord, il enveloppe son fils dans une grande serviette, le cajole, le rassure, le gronde, le menace, le sermonne, demande des explications entre deux hoquets. Sur le chemin du retour, il lui fait réciter mot pour mot tout ce qu'il devra raconter de l'incident si on le lui demande. Un accident banal, bête, sans conséquence. La capitainerie du port, soudoyée par Joseph, ignore l'événement qui ne figure pas dans ses registres. Ni Joseph ni Gloria n'en feront jamais état. Seuls les enfants des voisins et quelques employés du port finiront par en parler alentour quand John entrera en politique. Tout à ses affaires et à ses amours, Gloria n'a pourtant pas oublié que Henry n'est pas en reste à Paris. À plusieurs reprises, elle a eu écho des rumeurs entêtantes qui le disent très occupé et en charmante compagnie dans les meilleurs restaurants parisiens. Elle s'appelle Constance Bennett, actrice de cinéma, riche d'un divorce tout juste prononcé en sa faveur et bien plus jeune que Gloria, quoique tout aussi menue, de grands yeux liquides dans une grande frimousse de poupée de porcelaine. À Deauville ou à Paris, elle doit, sans se départir de son sourire, supporter la compagnie de Rose qui s'extasie devant les collections de Lucien Lelong. J'étais fasciné par les magnifiques mannequins qui se glissaient et glissaient le long du salon décoré, montrant les créations de M. Lelong. Et bien sûr, le fait d'être avec Gloria amplifiait l'expérience, car les vendeuses et la direction tournaient autour d'elle, attentives à ses moindres caprices, et les jeunes filles comme les clients n'arrêtaient pas de lui jeter des coups d'œil. Elle était la star. En comparaison, je n'étais rien, juste la femme du producteur. Mais c'était amusant d'être avec elle et de partager l'excitation qu'elle générait.
De là, direction Londres, avec un vol du Bourget à l'aérodrome de Croydon et un trajet en voiture jusqu'au Claridge. En public, Gloria fait bonne figure. Ce voyage, prétexte à présenter son premier film parlant en avant-première au New Gallery Theatre au soir du 9 septembre, la soumet à la torture. Bien qu'Henry se montre toujours d'une galanterie et d'un empressement égal à lui-même, Gloria est en proie au doute. Doute qui disparaît quand elle arrive dans sa chambre du Ritz à Paris, où une lettre à l'intention du marquis ne laisse plus planer aucun suspense sur ses rapports avec Constance Bennett. Henry, de son côté, abattu en retraite dans une autre suite du palace. Rentrée aux États-Unis, Gloria est confrontée à d'autres échéances. Queen Kelly, ce projet pharaonesque dans lequel elle a investi des sommes impudiques, s'enlise, et ses relations avec le réalisateur Eric Van Strahm, parvenu au point de non-retour. Joseph lui-même vit assez mal cet échec, dont il n'est pas coutumier. Depuis son retour en Californie, elle n'a pas eu de nouvelles de son époux. Quelques mois encore s'écoulent, et elle reçoit cette lettre. Gloria chérie, nous en sommes arrivés là, à ce qui n'aurait jamais dû se produire. Comment cela s'est-il passé? Pourquoi cela s'est-il passé? Qui a déclenché cela? Faisons comme si nous l'ignorions. Le passé est le passé. Le feu a détruit le merveilleux temple de notre amour. Nous le croyons en marbre, mais nous nous réveillons pour ne trouver que de la poussière d'argile. Bien peu de choses peuvent être sauvées de ces cendres incandescentes. Essayons au moins de préserver notre douce amitié, notre estime mutuelle, notre dignité. Il m'est très difficile d'écrire tout cela, chérie. Et excuse-moi de t'appeler chérie, mais je ne ressens et ne ressentirai jamais que de l'affection pour toi. Il est toutefois nécessaire que je t'écrive, car cette situation ne peut plus durer. Nous en sommes parvenus à un point où une décision s'impose. Nous le savons, car nous ne sommes pas dupes de nous-mêmes, et plus nous retarderons le moment de prendre cette décision, plus cela deviendra difficile et compliqué. Les ponts qui nous unissaient se sont écroulés, et rien ne pourra jamais les réparer, nous le savons. Et bien que mes sentiments à ton égard ne soient faits que de tristesse, d'amour et d'une grande douceur, il me faut faire face à la certitude que nous ne pouvons plus espérer vivre ensemble en tant que mari et femme. Ne nous leurrons donc pas, chérie. Pourrais-tu, s'il te plaît, faire savoir que nous sommes séparés? Plus tard, sans bruit, nous devrions divorcer, mais seulement quand et comme tu le voudras. S'il te plaît, tiens-moi au courant afin que nos déclarations coïncident exactement, et nous devrions tous deux refuser de donner davantage de précisions. Si tu avais la gentillesse de faire cela, chérie, cela rendrait les choses bien plus faciles pour nous deux, surtout si je dois me rendre aux États-Unis. Cela éviterait une publicité aussi déplaisante qu'inutile. J'aurais encore bien des choses à te dire, Gloria, et j'aimerais les dire, mais à quoi bon? Si tu as gardé quelques-unes de mes lettres, tu peux les relire. Leur seul défaut est qu'elles ne pouvaient qu'exprimer la moitié de ce que je ressentais pour toi. Ce sont des sentiments qui ne meurent jamais, Gloria, mais il est parfois préférable de prétendre que l'on a oublié. Je vais fermer cette lettre sans la relire. Autrement, je sais que je ne l'enverrai pas. Et il le faut. Au revoir, chérie. Tout est fini, maintenant. Henry. Henry l'a quitté, et désormais c'est au tour de Joseph de s'enfuir d'une manière cavalière. Lors d'une réunion, un de leurs amis, Sidney Howard, a trouvé le titre de son prochain film. Pour le remercier, Joseph Kennedy
lui a offert une belle Cadillac flambant neuve. Mais peu après, son comptable téléphone à Gloria, étonnée que la voiture soit facturée sur son compte personnel. Sous peu, elle apprendra que tout ce que Joe lui a offert a également été facturé sur son compte. Un soir de novembre, au milieu du dîner que nous prenions à Rodeo Drive, un des invités mentionna le nom de Sidney Howard. Je ne sais plus à quel propos. Cela me rappela que j'avais oublié de signaler l'erreur qui s'était glissée dans ma comptabilité. « À propos, Joe, dis-je sans arrière-pensée, Irving Wyckoff m'a signalé que la Cadillac de Sidney Howard a été portée sur mon compte personnel. Comment se fait-il ? C'est toi qui la lui as offerte, pas moi, et c'est toi qui l'as remerciée. Il me paraît donc normal que ce soit toi qui la payes. » J'avais dit cela sur le ton de la plaisanterie, pensant honnêtement qu'il s'agissait d'une simple erreur. Mais Joe réagit si vivement qu'il faillit s'étrangler. Lorsqu'il se fut ressaisi, il se leva sans mot dire et quitta la salle à manger. Comme il n'était toujours pas revenu au bout d'une demi-heure, un ami proposa de me raccompagner. Dans la voiture, je lui demandai ce qui se passait, mais ses réponses évasives trahissaient sa gêne. J'attendis calmement un coup de téléphone. J'imaginais que Joe était honteux de s'être comporté de façon aussi puérile et allait s'excuser. J'étais bien entendu toute prête à lui pardonner. Comment aurais-je pu ne pas aimer l'homme pour lequel j'avais sacrifié un mariage et un titre, l'homme sur lequel je comptais toujours pour bouleverser l'industrie du cinéma, l'homme qui ne cessait de m'étonner, même quand nous étions en désaccord, par son courage, son énergie et l'audace de sa vision. Mais aucun message ne me parvint. Quelques jours après, j'appris que Joe Kennedy était parti pour la côte Est. Il ne m'avait même pas appelé pour me dire au revoir. Ensuite, mon comptable m'apprit que M. Deere allait cesser de s'occuper de ma société. Le 31 décembre 1930, E.B. Deere m'envoyait en effet une lettre, sur papier sans en-tête, sans un mot personnel, sans même une formule de politesse. Il m'y avisait que de ce jour, il mettait fin à ses fonctions de fondé de pouvoir de la Gloria Production Incorporation. Quand Joseph Kennedy abandonne Gloria Swanson à son sort, son compte en banque personnelle a enflé de 9 millions de dollars. De son côté, la star, confrontée à des dettes colossales, est une femme au bord de la banqueroute dont la carrière essoufflée ne se relèvera pas avant de nombreuses années. Endettée de 500 000 dollars lors de leur rencontre, elle l'est à hauteur d'1,5 million de dollars lors de leur séparation, soit près de 30 millions de dollars de nos jours. Ils ne se reverront plus, mais demeureront bons camarades. Occasionnellement, Swanson, bonne joueuse, l'appellera pour lui demander des conseils pour ses placements financiers. En septembre 1933, quelques mois avant la fin de la Prohibition, Joseph Kennedy et le fils du président des États-Unis embarquent ensemble pour l'Angleterre à bord du transatlantique l'Europa et négocient un quasi-monopole sur l'importation de whisky anglais. Très sûr de son impunité, il est même soupçonné d'avoir utilisé ses origines irlandaises et son réseau d'influence pour importer de l'alcool européen en toute illégalité pendant la Prohibition, via le Canada. Grâce à son amitié avec Jimmy Roosevelt, Kennedy est élu, en juillet 1934, gendarme à la tête de la toute nouvelle Securities and Exchange Commission, agence fédérale américaine chargée de réguler les marchés financiers depuis le crash boursier d'octobre 1929. Le scandale ne se fait pas attendre. Sa réputation de charognard, nourrie sur des cadavres, est désastreuse. Connu pour ses délits d'initié, lui n'a pas souffert du crash contrairement à d'autres spéculateurs, ses détracteurs demandent des comptes à Roosevelt sur ce loup catapulté dans la bergerie qui leur répond vertement « Prenez un escroc pour en attraper un autre ». Kennedy n'est pas insensible à la politique et apprécie la publicité faite autour de son travail. Moins le revers de sa médaille. Les questions techniques détaillées, les mémorandums fastidieux, les rapports volumineux.
Nommé administrateur durant 5 ans, il démissionne au bout d'1 an seulement, avec les honneurs, laissant la place à James Landis, un professeur de droit de Harvard qui, selon les observateurs, n'avait pas sa place à ce poste. Lors de sa première conférence de presse, Landis fait part de son intention de maintenir le programme de coopération et d'autorégulation des échanges de son prédécesseur. C'est alors que Joseph Kennedy apparaît à la porte. « Au revoir, Jim Boy », dit-il en lui serrant la main avec familiarité. « Bonne chance à vous, frappez-les fort !» Il disparaît dans un claquement de porte, aussi vite qu'il est arrivé, laissant Landis sans voix. Le contraste entre leurs deux personnalités est saisissant. Joe Kennedy est grand, athlétique, soigné et très à l'aise en compagnie de journalistes. James Landis est petit, mince, indifférent à sa tenue vestimentaire et toujours prudent dans le choix de ses mots. Lorsque Kennedy partait en voyage, les assistants de la SEC lui tenaient les ascenseurs, faisaient attendre sa voiture sur le trottoir et préparaient son avion à l'aéroport. Landis fait lui-même ses valises et s'adresse à sa secrétaire. « À demain, je dois aller à New York. » Vaille que vaille, Rosemary est une adolescente épanouie. L'amie n'accorde, elle rit volontiers, s'amuse d'à rien, partage une relative complicité avec ses frères et sœurs, flirte avec leurs copains. De son père, elle redoute les reproches et, bien pire encore que ses sermons, son indifférence. Rien ne trouve grâce à ses yeux. Il la trouve sotte, maladroite et grassouillette, indigne de son lignage. Sa vie durant, il s'interroge sur cette naissance, ce fruit blette qui ternit cet arbre généalogique idéalisé. Je ne sais pas ce qui fait que 8 enfants soient aussi brillants qu'une pièce d'$1 et qu'une autre soit aussi terne. C'est la main de Dieu, j'imagine. La petite, elle, ne jure que par lui et lui glisse de petits mots pour attirer son attention. « Je ferai n'importe quoi pour vous rendre heureux. Je déteste vous décevoir de cette façon. Venez me voir au plus vite, je me sens très seule. » Soutien inconditionnel du président Roosevelt, dont il espère prendre la succession, Joseph Kennedy obtient le poste d'ambassadeur à Londres en 1938, un strapontin qu'il voit comme une première marche vers le trône. C'est à cette occasion que Rosemary fait son entrée officielle dans la haute société. Avec sa sœur Kathleen, elle participe au bal des débutantes le 11 mai de la même année, ses rondeurs mises en valeur dans une robe de satin latessant ornée de tulle et de paillettes d'argent, son chignon sophistiqué, piqué de plumes d'autruche blanche. Privilège suprême, elle est présentée au roi George VI et à la reine Élisabeth, pour laquelle elle a répété des heures durant sous le strict chaperonnage de sa mère, sa révérence. Tête baissée, légèrement inclinée vers l'avant, le pied droit délicatement glissé derrière le gauche, un genou plié, il n'y a rien à redire. Les chroniqueurs mondains ne tarissent pas d'éloges à son encontre. Ce soir-là, Rosemary a honoré ses prérogatives. Personne, absolument personne, ne s'est douté que sous les ors du palais de Buckingham, une charmante simplette s'est introduite parmi la descendance des grands de ce monde.
Confiée aux sœurs du couvent de l'Assomption de Belmont House, la jeune fille semble avoir trouvé sa voie. Elle s'occupe des plus jeunes, aide au repas, console les chagrins et pense les bobos. En 1939, elle accompagne ses parents à Rome, où le pape Pie XII les reçoit en audience privée. Le crime de lèse-majesté ne vint pas de Rosemary, mais de son père. Joseph, sympathisant nazi et antisémite notoire, ne cache pas son intention de trouver un compromis avec Hitler. Alors que le Führer envahit la Tchécoslovaquie, Kennedy tente de le rencontrer pour l'acheter contre l'avis de Roosevelt. Dans les couloirs du Parlement, la défiance a fait place au murmure. Winston Churchill exige le départ du traître qui parie n'importe quelle somme que dans 2 semaines, Hitler sera assis sur les ruines du Palais Royal. Kennedy et sa famille rentrent aux États-Unis sans fanfare, cornaqués par le FBI pour les empêcher de toute déclaration intempestive, bien que Roosevelt utilise encore son influence auprès de la catholicité américaine pour obtenir leur voix. Sa carrière politique est désormais enterrée, mais pas celle de ses fils, sur lesquels il va dorénavant reporter toutes ses ambitions inabouties grâce à ses relations et ses millions. En 1941, Rosemary a 23 ans. Depuis son départ d'Angleterre, son comportement erratique effraie son entourage. La nuit, elle échappe à leur surveillance, erre dans les rues, drague des hommes dans les bars, jette des vases à la tête de qui la contrarie, jusqu'à s'attaquer physiquement à son grand-père maternel. Enfermée dans un couvent, dont elle fugue assidûment, elle devient incontrôlable. Sa sexualité débridée avec des inconnus alerte son père qui craint qu'une grossesse inattendue ne vienne les couvrir de honte. Alors que l'Amérique bascule dans la guerre, son avenir bascule dans le néant. Sans consulter son épouse, Joseph prend une décision irrémédiable en la confiant aux soins du psychiatre Walter Freeman, président du département neurologique de l'université George Washington et nouveau chantre de la lobotomie. Opération barbare et fort controversée, dont le procédé consiste à sectionner les liaisons nerveuses reliant les lobes frontaux au cerveau, berceau supposé des affections de l'âme. Cette opération, Freeman va l'effectuer sur 3439 patients dans 23 États. Il fera bien des émules parmi ses confrères et des dizaines de milliers d'autres victimes, dont plus de 2000 vétérans. À l'origine de cette boucherie, le physicien portugais Antonio Ecas Moniz, honteusement récompensé par le prix Nobel de médecine. Une récompense largement controversée depuis, mais que la Fondation refuse encore aujourd'hui de dénoncer. L'intervention a eu lieu au mois de novembre. Son assistant, le neurochirurgien James Watts, témoigne de la procédure. « C'est moi qui faisais les incisions pendant que le docteur Freeman lui parlait. La jeune femme est sanglée sur une table.
simplement tranquillisée sous l'effet d'une anesthésie locale. Le médecin perce un petit trou dans chacune de ses tempes. Puis, à l'aide d'un scalpel en forme de couteau à beurre qu'il introduit dans le crâne, il commence à sectionner les lobes préfrontaux du cerveau. Pendant ce temps, suivant leur protocole habituel, Freeman lui pose des questions, lui fait réciter le Notre Père ou l'invite à fredonner l'hymne national. Tant que ses réponses demeurent cohérentes, Watts continue de trancher. À la 4e incision, lorsque Rosemary arrête de chanter God Bless America et commence à divaguer, l'opération est interrompue. Traumatisée par ce spectacle, l'infirmière présente ce jour-là démissionne sur le champ. L'âge mental de Rosemary, tombé dans le silence, est désormais proche de celui d'un enfant en bas âge. Dès lors, elle disparaît des photos de famille, des repas de famille, des réunions de famille, et de la famille, tout bonnement. Son père a construit un mensonge abominable pour couvrir son crime. Au sien, il déclare que l'état de santé de Rosemary s'est dégradé au point qu'il lui faut demeurer au secret. Pire encore, il se refuse à dire où elle réside désormais. Il ne la reverra jamais. La jeune femme est retenue prisonnière dans une clinique psychiatrique de Beacon, dans l'État de New York. Son état s'aggrave au fil du temps. Ses jambes ne la portent plus. Sa figure livide chancelle sur son épaule gauche. Elle hurle, grogne, geint du matin au soir, attachée sur sa chaise roulante, quelquefois anéantie et torpide. Le jour où Joseph apprend qu'elle a été violée à maintes reprises au sein de l'établissement, il la fait transférer à Saint-Coletta, une institution pour handicapés mentaux, 6 à Jefferson, dans le Wisconsin. Il lui fait construire un pavillon de briques à son attention, un cachot confortable dont elle ne sort jamais. Assistée par sœur Paulus Kohler, une religieuse qui réalise bientôt que Rosemary communique avec ses yeux et qui, à grand renfort de patience et de tendresse, lui réapprend quelques gestes du quotidien. Marcher, boire, faire son lit. Aux indiscrets, il est répondu que Rosemary s'occupe d'enfants inadaptés, qu'elle est institutrice, qu'elle est ici, là, nulle part. On ne sait plus trop finalement, et nul n'a pas très envie de le savoir. Durant 20 années, l'exilé, enfermé dans son corps et entre 4 murs, ne reçoit aucune visite. Une lettre apologétique adressée à sa sœur, datée de 1958, finit d'achever le portrait à charge de cet homme qui n'est habité ni de regrets, ni de remords. Après tout, la résolution du problème de Rosemary a été essentielle pour permettre à tous les Kennedy de mener leur vie du mieux possible. Un secret presque similaire et tout aussi sordide frappa la famille royale d'Angleterre. La reine Élisabeth II et sa sœur Margaret apprirent fortuitement que 2 de leurs cousines germaines, Nerissa et Catherine Bowes-Lyon, déclarées décédées, étaient en réalité internées depuis des décennies. Toutes 2 étaient déficientes mentales, atteintes d'un trouble du développement en raison d'un gène défectueux hérité du côté maternel. Souffrir d'une telle pathologie, vulgairement appelée à l'époque crétinisme et débilisme, aurait profondément ébranlé le pouvoir de ces dynasties et rompu un tabou. Bien que la reine-mère, tante des 2 jeunes femmes, savait la vérité, aucun membre de la famille ne vint jamais leur rendre visite, ni n'améliora leur ordinaire. Elles décédèrent respectivement en 1986 et en 2014 dans l'indifférence la plus totale, bien que le personnel de l'asile ait catégoriquement affirmé que la parenté des 2 patientes était parfaitement connue et que les 2 femmes avaient parfaitement conscience de leur filiation avec les Windsor, dont elles conservaient quelques reliques. 3 autres cousines de Nerissa et de Catherine furent internées dans le même établissement. Idonea Elizabeth Fane, Rosemary Jean Fane et Ethelreda Flavia Fane, mortes en 1972, 1996 et 2002,
étaient les filles du major Henry Neville Fane et d'Harriet Hepburn Stratford Trefusis, fille du 21e baron Clinton. La loi du silence avait triomphé des cœurs et des consciences. Terrible ironie de la part d'une famille qui n'eut de cesse de parader, ganter et chapeauter dans toutes sortes d'hôpitaux et d'institutions caritatives pour y apporter un réconfort de façade, sauf quand il s'agissait des siens. Un autre drame soigneusement enfoui avait précédé celui-ci. L'oncle d'Élisabeth II, le prince John, frère du roi George VI, avait été placé à l'isolement dans les écuries du domaine familial de Sandringham, avec pour seule compagnie des domestiques et sa gouvernante dès l'âge de 10 ans. Souffrant d'épilepsie et probablement d'autisme, maladie alors jugée infamante et méconnue, il mourut à l'âge de 13 ans, le 18 janvier 1919, et aussitôt enterré en secret, puis gommé des arbres généalogiques de la dynastie. S'adressant à l'une de ses maîtresses, le futur roi Édouard VIII avait écrit une lettre dans laquelle il évoquait la mort de son frère comme d'un soulagement pour le clan. Le prince John est pratiquement enfermé depuis 2 ans et personne ne le voit sauf sa famille, 1 ou 2 fois par an. Personne ne serait plus dévasté que moi si l'un de mes autres frères était mort. Mais ce pauvre garçon était déjà plus un animal qu'autre chose. Il n'était que mon frère en chair et en os, rien de plus. La vérité n'éclata que bien longtemps après, en 1998. En décembre 1961, frappé par une attaque cérébrale, Joseph est réduit au même état végétatif que celle dont il a organisé la disparition. Étonné de ne plus recevoir le paiement de sa pension, l'administration de Saint-Coletta contacte les Kennedy. Rose découvre le poteau rose. Elle sait enfin où se trouve sa fille et décide d'aller à sa rencontre. Les retrouvailles sont douloureuses. Alors qu'elle ouvre grand ses bras pour l'accueillir, Rosemary se précipite sur sa mère pour la frapper. Jamais plus, elle ne l'appellera maman. Si elle tient sa mère à bonne distance, c'est avec ses sœurs Eunice et Jean et son frère cadet Ted que Rosemary va tisser des liens affectifs solides et durables. Leurs visites sont fréquentes. Mieux, il l'invite souvent dans le luxueux domaine de Yannisport, où la tribu des Kennedy, qui ne cesse de s'agrandir, se réunit régulièrement, et dans la résidence familiale de Palm Beach en Floride, que Joseph avait acquis en 1933. Rosemary y est toujours reçue avec amour et bienveillance. Les enfants de Nice, dont le jeune Anthony, un cœur généreux, sont les plus prévenants et les plus fidèles à son égard. C'est encore Eunice qui milite, avec le concours de ses frères et l'appui de leur fondation, afin de mettre en lumière le sort funeste vécu par les handicapés mentaux en Amérique. À partir de juillet 1968, elle crée les Jeux olympiques spéciaux qui s'adressent à des personnes en situation de déficience intellectuelle, en hommage au drame enduré par sa sœur. La dernière édition, organisée à Los Angeles en 2015, a réuni 7000 sportifs venus de 170 pays. L'opinion publique découvre avec effroi l'existence de Rosemary en octobre 1975. De passage à Chicago avec sa sœur Eunice, elle échappe à sa surveillance à la sortie de la messe dans l'église de Saint-Peter au 110 W Madison Street. Peter Nolan, journaliste chez CBS, la retrouve après 5 heures de traque étrangement immobile devant la vitrine d'une boutique au coin de Monroe Street et Michigan Avenue, dont elle fixe avec obstination les articles.
On a stoppé la voiture et je me suis approché. À peine a-t-il le temps de lui adresser la parole. Je lui ai demandé si elle cherchait sa sœur Eunice. Elle n'a pas prononcé un mot. Au même moment, une patrouille les repère et emporte Rosemary, loin des indiscrétions du reporter. Peter Nolan reçoit un courrier équivoque signé de la main d'Edward Kennedy, déjà sénateur du Massachusetts, quelques jours plus tard, l'invitant, en filigrane, à ne pas s'épancher davantage. J'ai été particulièrement touché par la sensibilité dont vous avez fait preuve envers ma sœur. Il va sans dire que nous vous sommes tous reconnaissants d'avoir eu de si bonnes intentions. La famille, convertie à l'omerta, étouffe l'affaire. Avec politesse mais fermeté, tous les membres ignorent les questions à son sujet. L'infamie, la dissimulation, le culte du secret continuent de distiller leur poison en les condamnant au silence. Le crime du patriarche est si abominable que personne au sein du clan ne condescend à en dévoiler l'occurrence. Rose est morte à l'âge de 104 ans, le 22 janvier 1995. Elle avait le cuir dur, la vieille, aussi dur que son cœur de pierre. Pas la moindre résipiscence à l'heure de son dernier souffle. Au décès de sa fille Kathleen en 1948, elle n'a pas assisté à l'enterrement. Que la jeune femme ait, en premières noces, épousé un protestant, fût-il noble et milliardaire, était déjà une abjection en soi, qu'elle ne lui avait jamais pardonnée. Qu'elle ait ensuite, une fois veuve, entretenu une liaison avec un homme marié, avec lequel elle disparut dans un crash aérien en France, avait fini d'en faire une âme perdue. Le décès de Joseph Jr., tué à bord d'un bombardier au-dessus de l'Angleterre en 1944, l'assassinat de John à Dallas en 1963 et celui de Bobby en 1968 participaient davantage à la mystique du mythe dynastique. Que Rosemary ait survécu était un mystère, une question aussi. Pourquoi Dieu m'a-t-il repris 3 fils dotés de toutes leurs facultés et prêts à travailler pour le gouvernement et l'humanité, et m'a-t-il laissé ma fille invalide? Mais, comme je l'ai dit, c'est une des choses de la vie que nous ne comprenons pas. Les voies de Dieu, nous ne les comprenons pas toujours. Rosemary décède de cause naturelle dans une chambre du Memorial Hospital de Fort Atkinson, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Coletta, le 7 janvier 2005, à l'âge de 86 ans, entourée de ses frères et sœurs. Eunice et Ted la suivront de près en 2009. Le communiqué officiel indique: Rosemary a été un joyau pour tous les membres de notre famille. Dès son plus jeune âge, son retard mental a été une source d'inspiration permanente pour chacun d'entre nous et une source puissante de l'engagement de notre famille
à faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider toutes les personnes handicapées à vivre une vie pleine et productive. Nous sommes éternellement reconnaissants aux membres aimants de la communauté Saint-Coletta qui ont pris soin de Rosemary, l'ont aimée et sont devenus, dans un sens très réel, des membres élargis de notre famille. Rosemary est inhumée à Brookline auprès de ses monstrueux parents. Durant les années 90, le fils de Walter Freeman confirma une rumeur lancée par un journaliste de Seattle qui voulait que la star de cinéma, Frances Farmer, ait été lobotomisée par son père lors de son internement durant les années 40. C'était une légende tenace, relayée par bien des médias avides de sensationnel et dont le fils du bourreau semblait fier. En réalité, averti que sa fille pouvait en être la victime, Ernest Farmer avait menacé l'établissement d'un procès et obtenu que sa fille soit écartée du nombre grandissant des cobayes de ces trépanations barbares. Rosemary Kennedy n'eut pas cette chance. Son propre père l'avait conduite, tel l'agneau au sacrifice, sur l'autel de sa mégalomanie. L'historien Holly Daniel Enerson a donné un jugement juste et définitif sur Walter Freeman, lequel fut interdit d'exercer à partir de 1967 à la suite du décès de l'une de ses patientes, Helen Mortensen, qui avait été lobotomisée à 3 reprises. 40% de ses patients étaient des homosexuels qu'ils souhaitaient guérir de leur orientation. Parmi ces victimes, on dénombre 19 mineurs, dont un enfant de 4 ans. Une centaine moururent des suites de l'opération. Il œuvrait avec une témérité proche du délire pathologique, traversant le pays comme un prêcheur évangéliste. Dans la plupart des cas, cette opération ne fut rien de plus qu'une mutilation sauvage et injustifiable, perpétrée par un fanatique. Sans le vouloir, en rendant hommage à ses enfants, Joseph a rétabli Rosemary dans son rang. Le compliment, daté de plusieurs décennies, est prémonitoire. Tous mes canards sont des cygnes. Dans le conte de Hans Christian Andersen, Le vilain petit canard, l'auteur décrit le périple cruel d'un caneton abandonné par sa mère, conspué et battu par les siens, qui le jugent trop laid pour le reconnaître comme l'un des leurs. Tout au long de son aventure, tous ceux qui le croisent le moquent et le rejettent avec la même force, le même mépris, les mêmes quolibets. Il serait trop triste de raconter toute sa misère et toutes les souffrances qu'il eut à supporter pendant cet hiver rigoureux. Il était couché dans le marécage entre les joncs, lorsqu'un jour le soleil commença à reprendre son éclat et sa chaleur. Les alouettes chantaient, il faisait un printemps délicieux. Alors tout à coup, le caneton put se confier à ses ailes, qui battaient l'air avec plus de vigueur qu'autrefois, assez fortes pour le transporter au loin. Et bientôt, il se trouva dans un grand jardin où les pommiers étaient en pleine floraison, où le sureau répandait son parfum et penchait ses longues branches vertes jusqu'au fossé. Comme tout était beau dans cet endroit, comme tout respirait le printemps. Et des profondeurs du bois sortirent 3 cygnes blancs et magnifiques. Ils battaient des ailes et nagèrent sur l'eau. Le canet connaissait ces beaux oiseaux. Il fut saisi d'une tristesse indicible. « Je veux aller les trouver, ces oiseaux royaux. Ils me tueront pour avoir osé, moi, si vilain, m'approcher d'eux. Et cela m'est égal. Mieux vaut être tué par eux que d'être mordu par les canards,
battu par les poules, poussé du pied par la fille de basse-cour et que de souffrir les misères de l'hiver. Il s'élança dans l'eau et nagea à la rencontre des cygnes. Ceux-ci l'aperçurent et se précipitèrent vers lui, les plumes soulevées. « Tuez-moi !» dit le pauvre animal. Et, penchant la tête vers la surface de l'eau, il attendait la mort. Mais que vit-il dans l'eau transparente ? Il vit sa propre image au-dessous de lui. Ce n'était plus un oiseau mal fait, d'un gris noir, vilain et dégoûtant. Il était lui-même un cygne. Il n'y a pas de mal à être né dans une basse-cour lorsqu'on sort d'un œuf de cygne. Maintenant, il se sentait heureux de toutes ses souffrances et de tous ses chagrins. Maintenant, pour la première fois, il goûtait tout son bonheur en voyant la magnificence qui l'entourait et les grands cygnes nager autour de lui et le caressaient de leur bec. De petits enfants vinrent au jardin et jetèrent du pain et du grain dans l'eau, et le plus petit d'entre eux s'écria « En voilà un nouveau !» Et les autres enfants poussèrent des cris de joie. « Oui, oui, c'est vrai, il y en a encore un nouveau !» Et ils dansaient sur les bords puis battaient des mains. Ils coururent à leur père et à leur mère et revinrent encore jeter du pain et du gâteau, et ils dirent tous « Le nouveau est le plus beau, qu'il est jeune, qu'il est superbe !» Et les vieux cygnes s'inclinèrent devant lui. Alors, il se sentit honteux et cacha sa tête sous son aile. Il ne savait comment se tenir, car c'était pour lui trop de bonheur. Mais il n'était pas fier, un bon cœur ne le devient jamais. Il songeait à la manière dont il avait été persécuté et insulté partout, et voilà qu'il les entendait tous dire qu'il était le plus beau de tous ces beaux oiseaux. Et le sureau même inclinait ses branches vers lui, et le soleil répandait une lumière si chaude et si bienfaisante. Alors ses plumes se gonflèrent, son cou élancé se dressa, et il s'écria de tout son cœur « Comment aurais-je pu rêver tant de bonheur pendant que je n'étais qu'un vilain petit canard ?» Si sa mémoire l'y avait autorisé, Rosemary aurait sans doute voulu se souvenir de cette soirée à Buckingham Palace, souriante de toute son innocence face à l'aristocratie anglaise. Sa traîne de tulle, son corsage perlé, ses plumes voltant dans sa chevelure, son bouquet de lys entre les mains, son rang de perles autour du cou. Elle se penche, son pied droit glisse derrière son pied gauche. Son genou se plie légèrement. Puis elle se redresse, fière et insouciante à la fois, relève la tête, déploie ses bras, tel un ange ou un cygne qui ne demandait qu'à vivre parmi les anges, à sa manière. Merci à tous pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle histoire. À très bientôt.